La syphilis, un tueur silencieux, une malédiction défigurante, une maladie insidieuse qui traversait les murs des palais et qui rongeait les empires de l'intérieur. Elle se glissait dans les chambres dorées comme un voleur invisible, contaminant rois et reines, princes et princesses. Elle se riait des couronnes, n'avait aucun respect pour le sang noble. Elle transformait les portraits solennels accrochés au mur en mensonges glacés, car derrière ces visages majestueux se cachaient des esprits brisés, des corps rongés, des mariages sans amour, et des infections tues à voix basse, couvertes par des silences complices. Dans ce récit, nous allons remonter le temps et dévoiler les destins de 5 figures royales, dont les vies furent dévastées par ce fléau. 5 existences, 5 règnes minés par la syphilis, et derrière chacun, un secret soigneusement dissimulé, parfois jusqu'au tombeau. Ce n'est pas une histoire de médecins ou de remèdes, mais celle des hommes de pouvoir qui pensaient être au-dessus de tout, et qui furent pourtant frappés par une maladie qui ne pardonne rien. Louis Ier du Portugal naquit en 1838, deuxième fils de la reine Marie II. Enfant, il n'était pas destiné à porter la couronne. Son frère aîné, Pierre, fut couronné à 16 ans après la mort tragique de leur mère en couche. Louis avait donc devant lui une vie de privilège, sans la lourde charge du pouvoir. C'était, croyait-il, la liberté parfaite. Entouré de luxe, il se plongea dans les livres, apprit les langues, traduisit Shakespeare et dévora la littérature européenne. Il devint un intellectuel raffiné, mais aussi un charmeur habile. On disait qu'il savait séduire par un seul sourire et qu'il avait conquis des innombrables femmes grâce à ses talents linguistiques et à sa prestance. Pour le peuple, il était le prince érudit. Pour ses proches, le séducteur insouciant. Mais le destin s'en mêla brutalement. En 1861, une épidémie meurtrière, typhoïde ou choléra, s'abattit sur la famille royale. En l'espace de quelques semaines, son frère Pierre, mais aussi ses 2 autres frères cadets, moururent. Louis, autrefois spectateur de la couronne, devint roi malgré lui. Il n'était pas préparé à cette charge et la dynastie des Bragances avait besoin d'héritiers au plus vite. Alors il chercha conseil auprès de sa cousine, la reine Victoria d'Angleterre, et de son grand-oncle, le roi Léopold de Belgique. Mais la candidate idéale, l'archiduchesse Marie-Thérèse d'Autriche, fut refusée car trop jeune. Finalement, il épousa Marie-Pie de Savoie, fille du roi d'Italie, âgée de seulement 14 ans. La jeune reine fut conquise par cet époux séduisant, cultivé et élégant. Dès ses 18 ans, elle avait déjà donné 2 fils au trône et semblait épanouie dans son rôle maternel. Mais derrière les dorures, leur mariage n'était qu'un théâtre fragile. Louis poursuivait ses aventures, tombant notamment sous le charme de l'actrice Rosa de Lima. Maria Pia, humiliée, s'exila souvent à l'étranger et, selon les rumeurs, connut elle aussi des liaisons discrètes. C'est dans ce labyrinthe de passion et de trahison que Louis contracta la syphilis. Longtemps silencieuse, la maladie resta tapie dans son corps avant de ressurgir en 1887. Elle frappa cette fois avec la violence un ouragan. Louis souffrit de neurosyphilis, le stade où la maladie dévore le cerveau et les nerfs. Le roi brillant et séduisant sombra dans des crises de dépression, des accès de rage incontrôlés, des migraines terribles, des convulsions. Son esprit s'effritait, ses paroles devenaient incohérentes, sa mémoire le trahissait. Le souverain qui avait traduit Shakespeare en portugais n'était plus qu'un fantôme, prisonnier de son propre corps. Il mourut en 1889, à 50 ans, après des années de souffrance étouffée dans le silence des palais. Bien des siècles plus tôt, en Perse, un autre roi avait déjà subi la même malédiction. Abbas II naquit en 1632 et monta sur le trône à seulement 9 ans, mais il n'était pas destiné à rester une figure décorative. À 15 ans, il renvoya le grand vizir de son père et prit les rênes de l'empire safavide. Les débuts furent prometteurs. Il sut éviter une guerre ouverte avec les Ottomans, triompha des Moghols et des Russes, et gagna la réputation d'un souverain juste et tolérant. Le peuple perse vécut alors une rare période de prospérité et de paix. Mais derrière cette façade d'équilibre se cachait un homme passionné par l'excès. Abbas aimait les banquets fastueux, les coupes de vin débordantes, les femmes offertes.
Son harem immense abritait des concubines venues des terres conquises, esclaves arrachés à leur foyer. Ces fêtes étaient des légendes, où la musique et la danse s'accompagnaient d'une débauche sans fin. On racontait qu'il buvait dans une coupe d'or sertie de rubis, cadeau du tsar de Russie, comme pour se persuader que le luxe pouvait effacer ses inquiétudes. Mais quand l'économie de l'Empire vacilla, il s'enfonça encore plus dans ses plaisirs. Ses orgies devinrent incontrôlables, ses disparitions fréquentes. C'est à cette époque que la syphilis s'invita dans son corps. Nul ne sait comment ni quand. Mais en 1666, à 34 ans, Abbas dépérissait. Son corps était marqué par les plaies, son esprit par la démence. Ses concubines, disait-on, portaient elles aussi les stigmates de la maladie. Le roi de Perse, jadis plein de vigueur, s'effondra, laissant derrière lui un empire affaibli et un héritage terni. 3 siècles plus tard, dans l'Europe impériale, un autre prince connut le même sort funeste. L'archiduc Rodolphe, fils de François-Joseph et de impératrice Élisabeth, la célèbre Sissi, naquit en 1858. Il était destiné à régner sur un des plus vastes empires du continent. Mais dès l'enfance, son destin bascula. Séparé de sa sœur adorée, confié à un précepteur brutal, il grandit fragile, marqué par la violence. Adulte, il chercha l'oubli dans l'alcool et les aventures sans lendemain. Marié à 19 ans à la princesse Stéphanie de Belgique, il l'humilia dès les fiançailles, en apparaissant accompagné d'une maîtresse. Après la naissance de leur unique fille, son désintérêt devint total. Puis vint la catastrophe. Il contracta la syphilis et la gonorrhée qu'il transmit à son épouse. Les médecins, aveuglés ou complices, parlèrent de troubles gastriques. Mais la vérité, cruelle, était que Stéphanie ne pourrait plus jamais avoir d'enfant. Dévastée, elle s'éloigna de son mari, cherchant ailleurs l'amour et la tendresse. Rodolphe, lui, s'enfonça dans la dépression. Rejeté par ses maîtresses, obsédé par l'idée de mourir, il convainquit une jeune noble de 17 ans, Marie Vetsera, de le suivre dans son dernier acte. Le 30 janvier 1889, leurs corps furent retrouvés à Mayerling, elle tuée d'une balle dans la tête, lui suicidé quelques heures plus tard. Les autorités parlèrent de anévrisme pour préserver l'honneur de la famille. Mais personne n'était dupe. L'héritier de l'Empire austro-hongrois avait été détruit par la maladie, la folie et le désespoir. Et puis, il y eut John Wilmot, comte de Rochester. L'Angleterre du XVIIe siècle connut peu de libertins aussi célèbres. Né en 1647, héritier d'un héros de guerre, il fut pris sous l'aile du roi Charles II. Poète talentueux, il devint vite le prince de la débauche. À 13 ans déjà, à Oxford, il se faisait remarquer par sa conduite dissolue. Voyageur en Europe, il revint chargé de philosophie, et sans doute de maladie. Il tenta d'enlever une riche héritière, passa par la Tour de Londres, combattit avec bravoure, puis se noya dans les excès. Membre du Merry Gang, il multiplia les maîtresses, fréquenta les actrices les plus célèbres, écrivit des satires mordantes, jusqu'au jour où il osa ridiculiser les obsessions sexuelles du roi lui-même. Banni, il se réinventa en faux médecin, le docteur Bendo, examinant des femmes sous prétexte de les aider à concevoir. Nombre d'entre elles tombèrent enceintes, mais probablement de lui. À 33 ans, la syphilis l'avait défiguré. Son nez pourrissait, sa vue s'éteignait, son corps l'abandonnait. Il mourut aveugle, incontinent, rongé par la même maladie qu'il avait propagée avec insouciance. Son nom resta associé à une poésie brillante et à une vie détruite par ses excès. Enfin, Joseph Ier, fils de l'empereur Léopold, succéda à son père en 1705. Brillant, séduisant, il aimait les plaisirs autant que le pouvoir. Marié à Wilhelmine Amélie de Brunswick, pieuse et dévouée, il s'en lassa vite. Ses chasses se transformèrent en orgies secrètes. Son ami le comte Lamberty lui fournissait jeunes filles et nobles dames. L'Autriche catholique fut secouée lorsqu'il prit une maîtresse officielle, la comtesse Marianne Palffy. Mais sur le trône, Joseph était intouchable. Wilhelmine donna 3 enfants, dont un fils, Léopold. Mais le bébé mourut avant sa première année. L'avenir de la dynastie devenait incertain. C'est alors que Joseph contracta la syphilis, probablement auprès d'une fille de jardinier.
Il la transmit à son épouse, qui, ignorante, crut que ses souffrances venaient d'une faute spirituelle. Elle pria, mais en vain. La syphilis la rendit stérile. Joseph continua ses plaisirs, mais son empire s'affaiblissait. 6 années passées dans la guerre de succession d'Espagne n'apportèrent ni gloire, ni victoire. Sur son lit de mort, à 32 ans, il promit à sa femme de rester fidèle s'il survivait. Il n'eut pas à tenir parole. Il mourut en 1711, laissant derrière lui un empire sans héritier masculin et une dynastie menacée d'extinction. 5 vies, 5 règnes, 5 destins royaux brisés par le même fléau. La syphilis ne faisait pas de distinction. Elle frappait les puissants comme les humbles. Elle se cachait derrière des couronnes et des trônes, corrompait les lignées, brisait les mariages et semait la folie. Ces rois et princes croyaient que leur pouvoir les rendait invincibles. Mais la maladie, elle, ne s'inclinait devant personne.